Donc pour le moment, si on devait faire juste un petit point final, la définition et état des connaissances, on sait qu'on n'en est pas encore assez avancé pour pouvoir avoir des arguments scientifiques, qu'on n'est pas encore vraiment toujours d'accord, et on doit passer au point 3. Chaussures de course à pied et prévention des blessures, quelles sont les bases de nos recommandations? Donc, je vous ai présenté tout à l'heure l'ensemble, le monstre technologique qu'est la chaussure moderne, avec l'ensemble de tout ce qu'on intègre dedans. Ça soulève une question fondamentale. Dans quelle mesure la fabrication moderne des chaussures de course à pied avec ses qualités de support, stabilité et absorption prévient-elle vraiment l'apparition des blessures? Et d'autres questions que je trouve aussi intéressantes, mais je ne répondrai pas aujourd'hui. Est-ce que la nature nous a si mal conçus? Est-ce qu'on s'est si mal adapté depuis 30-40 ans? Alors, on va répondre à la première d'un point de vue scientifique. On a présenté un poster au Congrès mondial de la physio, l'IFONT, sur sciences, controverses et aspects pratiques autour de la chaussure. Notre désir était de construire des guides cliniques pour les praticiens, les vendeurs de chaussures et les coachs sur quel genre de chaussures il faut que je recommande à mon client ou mon patient. Alors, ce qu'on s'est posé comme question, c'est y a-t-il des données probantes intéressantes, des Randomized Control Trials, qui justifient qu'on donne une grosse pilule pour prévenir les pathologies du coureur comparé à rien du tout? Alors, en médecine, quand on veut prévenir le cholestérol, on fait des études où on teste une pilule puis on essaye de voir si c'est mieux que rien du tout, qu'un placebo. Y a-t-il des études sur le sujet? Aucune. Alors, on s'est dit, bon, est-ce que la pilule a besoin d'être aussi grosse? En fait, quand on veut réduire le taux de cholestérol, on fait aussi des études sur c'est quoi le dosage optimal. On ne commence pas par le plus gros, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a besoin au minimal pour avoir l'effet désiré. Et en même temps, ne pas avoir des effets secondaires néfastes indésirables. Alors là, la question, c'est est-ce qu'il y a des études qui justifient que la pilule soit si grosse? C'est-à-dire un drop de 9 à 13 à 16 et anciennement 22 mm? Autant d'absorption, autant de stabilité, autant de lourdeur, autant de rigidité dans la semelle, versus quelque chose qui en a juste moins. Et je parle ici de la chaussure minimaliste. Et encore une fois, la chaussure minimaliste, ce n'est pas que les five fingers. C'est une chaussure qui est moins. Deux études rétrospectives épidémiologiques que je trouve quand même bien intéressantes. Une publiée, une pas encore publiée. Ce qu'on a trouvé par contre, c'est 4 études, 3 quasi randomisées, une randomisée très intéressante de Knapik et de Ryan qui comparaient les grosses pilules entre elles. C'est-à-dire les antipronateurs versus les neutres. Est-ce que c'est mieux un ou l'autre? Alors, je vous expose brièvement la science autour de cette série de 3 études, totalisant 7000 militaires, et celle de Ryan, c'était sur des femmes qui s'enrôlaient dans un demi-marathon sur un programme de 13 semaines. Mais les deux études se ressemblent passablement. En fait, ce qu'ils ont reproduit avec une grande validité externe, c'est ce qu'on fait partout dans le monde, dans tous les magasins de chaussures. C'est-à-dire qu'on assigne une chaussure en fonction du type de pied. Alors ici, on a un pied creux qui va recevoir une chaussure neutre. Et à l'inverse, on a un pied plat qui va recevoir une chaussure qu'on appelle motion control, qui va contrôler la pronation et le mouvement du pied. En fait, l'étude de Ryan, ce n'était pas sur la statique du pied, mais c'était sur la dynamique du pied, calculée avec différents autres processus, mais c'est la même chose finalement. Résultat, comparé à donner la même chaussure à tout le monde, aucune différence. S'il y a un sujet sur lequel la science commence à être de façon intéressante, relativement solide, c'est ce sujet-là. Ce qu'on fait partout dans le monde, dans les boutiques de course à pied, a été invalidé par la science. Et, en fin de compte, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'étude de Ryan, en fin de compte, le groupe qui se blessait le plus, puis c'était même significatif, c'était le motion control avec les pieds pronateurs. Et par contre, l'étude a certaines limites qui fait en sorte qu'on dit ça avec douceur, mais de façon générale, ça ne fait pas de différence où la tendance est inverse. Quand on compare les grosses aux petites pilules, je vous cite ici une étude, celle qui a été publiée, l'étude de Goss, qui est intéressante. Encore une fois, ce n'est pas une étude très solide, c'est une étude rétrospective, mais quand même 2500 sujets. Et ce qu'on constate finalement, c'est que ceux qui sont habitués à la chaussure minimaliste se blessaient 3,41 fois moins que ceux qui étaient habitués à être en chaussure maximaliste. On peut la critiquer, il y a des biais associés à cette étude-là, mais je pourrais donc statuer actuellement que si on parle de minimaliste versus maximaliste, il y a une faible évidence que les chaussures minimalistes, pour ceux qui y sont habitués,
est préférable que les chaussures maximalistes. Quand on veut faire des recommandations, on s'arrête d'abord sur les données probantes disponibles. Le problème, c'est que là, on est dans des données probantes qui nous amènent une faible évidence, qui va peut-être aussi changer dans le temps parce que la force de l'évidence est faible. Donc, on est obligé de s'arrêter sur d'autres concepts. Une cohérence théorique en lien avec ce qu'on connaît de la chaussure sur la cinétique et la cinématique. Qu'est-ce que la chaussure fait? On sait, par exemple, que plus la chaussure est grosse, plus vous attaquez du talon, plus vous protégez votre tendon d'Achille. Pourquoi donc que ça ne serait pas une bonne idée si on a une condition aiguë de douleur au tendon d'Achille? Il y a aussi la plausibilité biologique. On sait que si vous êtes plus en minimaliste, vous augmentez le stress sur votre tendon d'Achille. On sait que le meilleur traitement pour traiter des tendinopathies achilléennes chroniques, c'est de mettre du stress, de faire des exercices. Pourquoi donc, pour cette population, ne pas aller vers une chaussure qui est plus minimaliste? Et il y a plein de connaissances indirectes, faites par exemple sur les semelles orthopédiques. On sait que les semelles orthopédiques sont efficaces pour les fasciites plantaires aigus sur du court terme. Pourquoi donc, pour ces pathologies-là, ne pas vouloir protéger le fascia avec des chaussures plus protectrices? Et quand on fait des recommandations, on se veut être exempt de biais commerciaux, donc de ne pas suivre les recommandations des compagnies. Alors, je vous explique en résumé, et j'ai les posters en avant qui veulent venir les voir à la fin de la conférence, sur les recommandations qu'on fait. D'abord, est-ce qu'on vous recommande des chaussures maximalistes? Là, on parle de grossièrement code TRC 70% et plus versus minimaliste et moins, versus minimaliste 70% et plus. Si vous êtes un enfant en développement, il n'y a aucune raison d'avoir une chaussure maximaliste. Et j'espère qu'on n'aura pas dans le débat les fameuses plaques de croissance parce que sinon, je vais me fâcher. Les enfants devraient aller vers du minimaliste et pas du minimaliste, de l'ultra-minimaliste, et le plus possible être pieds nus pour leur développement. La question que ça soulève, quand est-ce qu'on n'est plus un enfant? Si vous êtes un débutant, c'est-à-dire vous débutez un programme et vous n'avez pas d'antécédents biomécaniques, d'adaptation et ainsi de suite, vous devriez aller avec une chaussure minimaliste ou qui mime votre vie de tous les jours, mais certainement pas aller vers des chaussures maximalistes. En gros, je l'ai dit tout à l'heure, je vais recommander les chaussures maximalistes pour deux grosses populations. Je suis en chaussures minimaliste et je suis maximaliste et je suis habitué. Je ne veux pas améliorer mes performances et je ne suis pas blessé. Gardez vos chaussures. Si vous êtes blessé au pied, au tendon d'Achille ou au mollet de façon aiguë, portez de la protection, des grosses chaussures. On a fait des organigrammes plus complexes pour les professionnels de la santé qui se basent sur ces données probantes, les preuves indirectes et la cohérence théorique. Et pour vous donner un exemple un peu plus détaillé et complexe, si quelqu'un a une blessure au niveau du pied et que c'est une blessure persistante, ça devient un peu plus complexe. On va par exemple recommander pour une tendinopathie d'Achille persistante qui date de longtemps des chaussures de tendance minimaliste et faire une transition qui va prendre quand même assez de temps, donc 6 mois en gros, avec la logique que je vous ai expliquée tout à l'heure. Si vous avez un problème de pied chronique avec un potentiel d'adaptation faible, exemple de l'arthrose au niveau de la cheville, vous seriez peut-être mieux de vous protéger. Parce que les potentiels d'adaptation étant limités, vous ne serez peut-être pas capable de revenir à votre dynamique de course comme vous désirez. Donc, en fait, on a fait des organigrammes basés sur les données probantes qui contiennent beaucoup de preuves indirectes parce que la science actuellement ne statue pas clairement qu'il faut aller vers le minimalisme ou le maximalisme. Et donc, je propose de personnaliser la prescription en fonction des données probantes existantes, plus de 300 articles scientifiques sur le sujet. Débat. J'aimerais poser une question à Philippe qui est intervenu tout à l'heure, si tu me permets, qui est assez significative, parce que Philippe, tu es un coureur d'élite, souvent sur le podium, tu as testé pendant de nombreuses années des chaussures dites maximalistes, et tu t'es mis ensuite progressivement au minimalisme. Et en tant que physio, j'aimerais avoir ton point de vue et de coureur et de physio. Si tu peux juste résumer brièvement un petit peu par rapport à ce que vient d'expliquer Blaise, ton expérience personnelle qui peut intéresser d'autres personnes, parce que tu es vraiment le runner type qui a fait la transition. Merci. Je pense que ce qui a été dit par Blaise est tout à fait juste. Il y a une question d'adaptation tissulaire, donc il ne faut pas le faire n'importe comment. Et donc il faut vraiment passer progressivement, ceux qui ont l'habitude comme moi de courir depuis 25 ans en chaussures maximalistes, c'est pas 6 mois, il m'a fallu plutôt 3-4 ans. Et encore, j'ai encore des petites tendinites qui restent, donc c'est pas encore tout à fait classé. Mais
Mais en effet, alors, dans ce sens-là, comme j'ai suivi le débat, j'ai acheté 2 paires de chaussures à mes filles, des chaussures relativement minimalistes et des ultra minimalistes et Five Fingers. Mes filles ont essayé un petit peu les deux. Maintenant, j'ai essayé de ne pas les guider sur leur choix, mais elles sont venues vraiment au minimaliste parce qu'elles sentent que les autres, c'est plus lourd, qu'elles sont moins bien, quoi. Elles ne savent même pas pourquoi, en fait, mais elles sont mieux dans les ultra minimalistes. Et pour éviter de se blesser, j'avais une remarque qui me paraissait importante. C'est que souvent les gens qui prennent des chaussures minimalistes ont tout de suite envie de changer de foulée, se dire je passe au minimaliste donc je dois courir sur l'avant-pied. Et le fait de courir sur l'avant-pied, on charge en effet beaucoup plus le tendon d'Achille. Et je pense que quand on passe à une chaussure plus minimaliste, il faut continuer à courir normalement. Il ne faut rien changer. Parce que le fait de passer sur l'avant-pied, c'est là où on se blesse. Et je pense que sur l'ultra trail, il ne faut pas chercher, quand on est fatigué, à revenir sur le talon. Il faut courir normalement et le fait de passer sur le talon, petit à petit, on va venir médio au pied et on va avoir une foulée qui va partir plus avec un appui plus en avant. Mais ça va tout se faire progressivement, il ne faut jamais essayer de changer sa foulée, autrement c'est souvent là qu'on se blesse. De mon point de vue, et je crois que c'est ce qui ressort aussi dans la littérature. Est-ce qu'on pourrait avoir l'avis Je peux me permettre de commenter parce que tu as soulevé quelque chose qui est très intéressant. Il y a eu la mode de la chaussure et en Amérique du Nord, présentement, il y a la mode de la biomécanique. C'est-à-dire qu'on dit, courez avec vos grosses chaussures, mais changez votre biomécanique. Ou si vous courez minimaliste, il faut absolument changer votre biomécanique de façon associée. Il y a vraiment très peu d'évidence sur le sujet. Il y a une petite étude française Giandolini qui a été publiée il n'y a pas très longtemps. En fin de compte, les adaptations amenées par les mécanismes inconscients indirects, que sont je diminue l'interface entre le pied et le sol, donc je sens plus, je vais augmenter ma cadence, je vais changer ma position du pied, et ce, de façon inconsciente. Et pour moi, c'est beaucoup plus valable et surtout durable dans le temps de le faire de cette manière-là que vouloir le faire de façon volontaire. Et d'un point de vue prévention des blessures, vouloir de façon volontaire changer sa biomécanique vers des attaques avant-pied, je le recommande très rarement. Vraiment avec des cas très précis, parce que j'ai trop de cas qui, finalement, par ce processus-là, se sont blessés justement à la chaîne postérieure. Donc, je préfère quelqu'un qui migre au minimalisme et qui va réduire son attaque talon de façon modérée, et donc peut-être son angle pied-sol sans aller directement sur l'avant-pied, et d'avoir ces changements biomécaniques induits de façon indirecte. Ces changements sont aussi valables pour vous, docteur. Est-ce que vous préconisez aussi ce que vient de dire Blaise? Je pense que le changement, il est important, mais l'adaptation, on est tous d'accord là-dessus, quoi. C'est vraiment, La quantification du stress mécanique, vous dites? Absolument. Non, mais l'adaptation, elle a un rythme qu'il faut pouvoir respecter. Et puis, et c'est ce que je viens d'entendre là, en disant on ne peut pas forcer une adaptation à vouloir absolument changer toute sa biomécanique comme ça. Il y a une raison pour laquelle la biomécanique va s'adapter à une nouvelle chaussure, et puis on ne peut pas le forcer. Si on le force, on est en train de brûler des étapes, et puis on va créer des stress mécaniques trop importants probablement, que le corps n'arrive pas à supporter. Le problème, c'est qu'il y a une très très forte variation individuelle de ce que les gens supportent. Et je crois que c'est là où il y a un nœud dans toute l'histoire, c'est que on fait des recommandations en disant voilà, cette personne peut aller vers du minimalisme parce qu'elle va améliorer ses performances, mais il est possible que cette personne, en fait, elle ne supporte jamais le minimaliste. Alors que d'autres qui ne veulent pas du tout des performances pourraient totalement supporter en faisant le changement. Parce qu'il y a aussi, je peux aussi donner quelques chiffres, par exemple. Il y a quelque chose qui, moi me surprend. Parce que finalement, on a toujours eu des chaussures minimalistes. Les chaussures de compétition, les DS Racer, les Piranha, la Hyperspeed que tu as sur la table, ces chaussures ont toujours existé. Ça représente pour nous 4% des ventes. C'est des chiffres qui ne décollent pas. Et on a une collection qui est immense, je crois. On a 8 modèles entre les hommes et les femmes. Et malheureusement, je veux dire, on les vend, mais il y a un moment, quand ça ne sort pas des magasins, ça veut dire que les coureurs ne les achètent pas. Alors après, finalement, moi, que vous couriez en maximaliste ou en minimaliste, ça m'est totalement égal. L'important, surtout, c'est que vous soyez content avec ce que vous courez. Et puis, vous puissiez... finalement, un coureur heureux, ça reste quand même quelque chose d'important. Alors, tu viens de soulever quelque chose de très intéressant. Il y a 3 ans, en Amérique du Nord, le minimalisme représentait 3% du marché. Il y a eu un boom dans les dernières années, c'est monté à 12, peut-être même 15% actuellement. Mais ce qui est très intéressant, ma question, c'est pourquoi il y a si peu de personnes qui se procurent des chaussures plus minimalistes? Et ma question ma réponse, je vais vous la donner, vous pourrez commenter.
La raison pour laquelle, c'est que le marketing autour de la chaussure a été fait sur, d'abord et avant tout, la chaussure maximaliste. Plus on avait de technologie, plus elle était chère, mieux c'était. Et la deuxième chose, c'est que le système dans les magasins faisait en sorte qu'on associait une chaussure à un type de pied, puis que si tu avais un pied creux, ça te prenait le gros absorption, puis si tu avais un pied plat, ça te prenait l'antipronateur. Et le marketing a été construit autour de ça. Alors, le minimalisme, moi, je le prescris depuis 13 ans. Il y a 13 ans, il n'y avait pas de chaussures dites minimalistes. Il y avait des racers, des chaussures de compète. Alors, je recommandais à mes patients de s'entraîner 100% de leur temps en chaussures de compétition. Et moi, j'appelais ça des chaussures racer, minimalistes. Mais finalement, les vendeurs ne comprenaient pas pourquoi je faisais ces recommandations pour courir l'ensemble du volume, parce que dans la culture, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Et finalement, mon point, c'est qu'encore une fois, le marketing a influencé nos manières de faire et il faut changer les choses actuellement, surtout quand on parle de prévention des blessures. Oui, c'est pas quand même tout à fait comme ça. C'est vrai qu'il y a eu, il y a 2 ans, un phénomène qui a quand même été lancé par la médecine du sport, par la physiothérapie, ou en tout cas qui a soulevé cette question de savoir si ce n'était pas finalement plus mal, si c'était pas finalement meilleur, de s'entraîner avec des chaussures minimalistes, voire des five fingers à l'extrême. Bien évidemment que les fabricants sont engouffrés dans la brèche, ont sorti une pléthore de produits qui ont eu pour un seul effet, soutenu un grand renfort de marketing. La seule chose que ça a fait, c'est remplir les stocks des magasins de sport, parce que finalement, personne ne les achetait. Et au final, on se retrouve avec retour au point de départ, plus de marketing, et on est reparti à zéro. Alors, si les gens ne les achetaient pas, moi, j'aimerais pouvoir entendre Laurent, parce que finalement, c'est le conseiller principal, c'est le gars du magasin. Moi, je connais des magasins en Amérique du Nord qui vendent 90% de chaussures minimalistes et qui vendent 10 000 paires par année. Au niveau purement marketing, parce que tu emploies souvent le terme de marketing de vente, comme si les magasins on voulait à tout prix vendre du surcautioning. Il faut savoir qu'au niveau du prix, les chaussures dites minimalistes n'ont pas un écart du kit ou double. Les chaussures minimalistes sont également très très chères. Sur le marché suisse, par exemple, elles sont quasiment à 10, souvent à francs près, pratiquement au même prix. Je pourrais vendre 300 paires de chaussures minimalistes. Je dirais tout autant ma vie. Donc je ne pense pas que ça soit uniquement un marketing que basé sur la chaussure. Je crois qu'on doit apprendre, et tu l'as dit, aux gens à sortir d'une zone de confort qui recommencent à courir plus naturel. Mais si une élite met 3 ans pour se désadapter ou revenir au naturel, le coureur populaire, c'est 80%, 90% voire des coureurs ici, il va mettre combien de temps ? 6 mois. Alors, en moyenne. J'aimerais avoir tes arguments ensuite. Qu'est-ce que je dis aux coureurs qui rentrent dans le magasin et qui me disent « Ouais, j'ai vu mon copain, il court avec Five Finger, il est super bien, il a fait l'UTMB ou le marathon des sables avec. » Ton copain, oui. Toi, quel effort tu es prêt à faire pour revenir à une adaptation plus primale ou plus naturelle d'il y a des millions d'années ? Nous, on a tous les jours des gens qui viennent au magasin nous rendre des chaussures parce qu'ils sont blessés. J'ai mon associé, Père Morad, que beaucoup connaissent, il est très connu en Suisse, il est aux États-Unis actuellement. Il a visité pour un film des cabinets de physio. Ils sont remplis de gens qui se sont blessés pour une mauvaise adaptation au minimalisme. On va dans l'autre excès. Je pense qu'il y a toujours la notion d'excès. Donc, ou alors l'adaptation, c'est pas fait de manière progressive. J'ai hâte de voir le film. S'il a questionné des physios. Septembre 2014. Oui, alors j'ai beaucoup hâte de voir le film. Ce qu'on a eu beaucoup aux États-Unis, en fin de compte, c'est que par le trend du minimalisme, c'est-à-dire la mode qui est arrivée, on a eu la contre-réaction des professionnels de la santé, beaucoup les podiatres en Amérique du Nord, qui, en fin de compte, disaient nos cliniques sont remplies de fractures de stress du pied depuis qu'il y a le minimalisme. Alors moi, je pose la question, est-ce que c'est la faute du minimalisme ou est-ce que c'est la faute du maximalisme qu'on porte depuis 30 années, qui ont fragilisé nos pieds et qui nous rendent intolérants maintenant à même avoir un peu moins de chaussures? Le point, moi, je pense qu'on va y venir tout à l'heure, mais moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est de commencer à faire des recommandations qui sont basées sur ce qu'on connaît de la science, arrêter de faire des choses qui sont d'origine plus marketing, que les compagnies arrivent à très bien gérer, et de copinage avec les magasins. Et ce n'est pas une attaque directe, mais en fin de compte, c'est un peu ce qui se produit présentement. C'est que les recommandations qu'on fait, quand je dis biaisées sur le marketing, ce n'est pas nécessairement en lien avec combien d'argent on va en retirer. Moi, je pense quand même que la cote sur une chaussure qui est 50 francs moins chère ou 30 francs moins chère de moyenne minimaliste versus maximaliste va avoir une petite influence sur le marché du détaillant. Mais le point essentiel, c'est plus la philosophie qui est ancrée depuis longtemps qui fait en sorte qu'on a peine à changer les pratiques actuellement. Ouais, ce qui s'est passé aussi, ça fait quand même quelques années aussi que je navigue là-dedans. Tout le monde fait de tout aujourd'hui. Je veux dire, vous prenez des marques de montagne qui ont fait du matériel de montagne hyper performant. Aujourd'hui, elles font de la course à pied. Ça, quand même, c'est quand même une mode. Hein. Ça, c'est la première chose. Il faudrait peut-être laisser, je veux dire, le jour où ASICS ne fait pas de matériel de montagne. ASICS fait de la chaussure.
Ouais, on est nombreux. Je veux dire, de Brooks à Adidas, en passant par Nike, Saucony, etc., à faire de la chaussure depuis longtemps. Par contre, je veux dire, on a parlé du trail, hein, là on a vu, c'est mauvais. Et chez ASICS aussi, il y a eu quand même cette tendance à des fois sortir des produits parce qu'il y a besoin de sortir des produits. Ça va jamais bien loin. Je veux dire, au final, c'est quand même toujours les mêmes choses qui fonctionnent et qui marchent, etc. Quelque part, c'est compliqué, quelque part, c'est quand même relativement simple. Mais au travers du marketing, il y a beaucoup de choses à dire. Également une remarque sur le marketing, parce qu'on en parle souvent. Blaise, on a diffusé le livre Born to Run, qui a eu un succès fou aux États-Unis. Depuis que mes clients ont lu ce livre, ils voulaient tous acheter des chaussures minimalistes. Je leur dis, je ne connaissais pas, est-ce que vous avez vraiment le pied qui va avec, etc. J'ai essayé de développer ta thèse, ça fait 2 ans qu'on s'y penche de plus en plus, mais j'ai souvent cette remarque de désadaptation par rapport à une suradaptation dans l'autre sens. Je reviens à la remarque de Philippe, 3 ans pour s'adapter pour quelqu'un qui court 2 fois par jour. Combien de temps il va mettre, le gars? Tu m'as dit 6 mois, j'attends ta réponse avec impatience, pour quitter 20 ou 30 ans, entre guillemets, d'après toi, de très mauvaises habitudes. En fait, je reviens à 2 choses essentielles. Tu n'es pas blessé, tu ne veux pas améliorer tes performances, tu es habitué à un type de chaussure, ne change pas tes habitudes. Première chose. L'autre chose, c'est qu'on prend des athlètes de haut niveau en exemple pour dire que la transition a été difficile. Et moi, je connais des athlètes de haut niveau qui se sont blessés avec le minimalisme, qui sont revenus à du semi, c'est-à-dire des light trainers, des chaussures entre deux, et qui sont restés avec ça le reste de leur carrière, des athlètes olympiques. Je connais aussi d'autres athlètes olympiques qui ont migré vers le minimalisme et qui s'en sont sentis beaucoup mieux au niveau prévention des blessures. Donc, il y a encore une individualité à travers ça. Mais une chose est certaine, c'est que le récréatif va pouvoir s'habituer beaucoup mieux et plus vite que le coureur qui a un bagage de course à pied, un nombre de kilomètres cumulés plus important. Et moi, je le vois quotidiennement, des transitions vers des récréatifs qui sont beaucoup plus faciles que des athlètes qui ont du bagage et du vécu. Donc, je vous dirais même, si vous êtes des athlètes de haut niveau et que vous courez beaucoup, soyez très prudents dans cette transition-là, même si votre objectif est d'améliorer vos performances. Même si vous faites déjà 20 % de votre volume d'entraînement en minimaliste, c'est-à-dire que vous faites les entraînements sur la piste et ainsi de suite en minimaliste, le 80 % dans cette transition-là, elle prend du temps. Tu disais que c'était 2 à 3 fois plus que c'était 2 ans à 3 ans, hein, c'est ce que tu disais. Alors, moi, ce que je constate, si je vous donne des statistiques personnelles, qui sont en plus de mes 13 ans d'expérience de transition, ça dépend de la cote TRC. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut transitionner au five finger et qui est un coureur récréatif, ça peut y prendre 6 mois. Quelqu'un qui veut transférer au pied nu, ça va y prendre 1 an et demi. Quelqu'un qui va vers une chaussure de cote TRC de 80 ou de 70 va aller d'entre 2 ou 4 mois. Donc, c'est vraiment dépendant de combien la chaussure va induire des changements biomécaniques et donc un stress nouveau sur différents types de structures. Oui, mais par rapport à ces chiffres, tu disais qu'un sportif d'élite, c'était carrément le double. Effectivement. Voilà. Effectivement. Pour contredire un petit peu aussi, c'est pourquoi, à ton avis, moi j'ai beaucoup de clients, j'ai quelques clients qui se sont spécialisés effectivement et qui essayent de conseiller et d'accompagner des gens qui veulent acheter de la chaussure minimaliste. Moi j'affirme que acheter une chaussure maximaliste, aller courir donne de bien meilleurs résultats pour le coureur lambda. C'est beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui part tout de suite sur du minimaliste. Pourquoi ? Alors, je ne répondrai pas au pourquoi parce que je ne suis pas d'accord avec la formulation. En fait, c'est que je suis de ceux qui pensent que si on fait 2 groupes de 500 coureurs qui vont courir soit avec une chaussure minimaliste, code TRC 80, donc très minimaliste, on n'est pas dans le five figure, mais on est dans le très minimaliste, ou une chaussure traditionnelle, très maximaliste, on n'est pas dans le haut cas, mais on est dans le très maximaliste, on suit ces coureurs-là pendant un certain temps. Si on les suit pendant les 6 premiers mois, je suis convaincu que l'incidence des blessures va être identique. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait prédire, c'est où les individus vont se blesser. Si, en fin de compte, on les dilue et que leurs habitudes de chaussage étaient neutres, entre guillemets, et influençaient peu, ils vont se blesser, lui, plus aux genoux, au dos et aux hanches, et ceux-là, plus aux mollets, aux tendons d'Achille et aux pieds. Mais l'incidence va être à peu près similaire. Ce qu'on sait actuellement, c'est que si on attend 2 ans, bien, probablement que celui qui va être bien adapté à ça va être moins blessé. Dans l'étude dont je vous ai parlé rétrospective, c'était 3,41 fois moins. Je trouve les chiffres très optimistes. Moi, je pense qu'on pourrait se blesser un peu moins avec cette chaussure-là sur du long terme. Les 2 ne quantifient pas bien leur stress mécanique, ils vont se blesser. Les 2 quantifient bien leur stress mécanique, ils vont survivre et ne pas se blesser, peu importe le type de chaussure. Alors, attendez, j'ai pris une question depuis un petit moment là. À toi, Boris, puis après à il faut vous, que je réponde à ça quand même. Ouais.
Allez Boris, tu vas. Oui. Non, je crois qu'il faut quand même faire attention parce que tu nous parles d'évidence et puis maintenant tu nous parles de conviction. Et il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il n'y en a pas. Ouais. Ce que tu nous dis là, cette étude avec 500 personnes dans un groupe, 500 personnes dans l'autre, on va suivre pendant un certain temps. On n'a pas cette étude. Il faut le faire, ce sera peut-être fait un jour, et peut-être que tes convictions deviendront démontrées pour un certain groupe. Aujourd'hui, on ne les a pas. Donc je crois que ça, c'est vraiment, il faut que ce soit quand même clair. Alors, on a actuellement, par contre, beaucoup d'évidences indirectes qui structurent ce que je viens de vous dire, qui est une croyance. C'est-à-dire que les recommandations qui étaient basées tout à l'heure sur toutes les évidences indirectes nous font croire actuellement que ce n'est pas vrai, parce que c'était ça la base de la question, qu'on va se blesser plus en minimaliste qu'en maximaliste sur le premier temps. Oui, mais depuis l'arrivée des chaussures modernes, on ne va pas non plus se blesser plus. Donc il y a beaucoup d'études qui montrent que le taux de blessures induites par la course à pied n'a pas changé ces dernières années. Donc c'est un argument un peu... En fin de compte, ce qu'on peut dire, c'est que la venue de toutes les technologies dans la chaussure n'a pas réduit l'incidence des blessures. Ouais, ça, on peut s'entendre tout le monde là-dessus. Oui, n'a pas réduit, mais n'a pas non plus péjoré la situation. Alors, moi, ce que je dis, c'est que la chaussure maximaliste n'a pas réussi à réduire l'incidence des blessures. Mais est-ce qu'on se blesse plus maintenant qu'on se blessait avant? La question scientifique est ouverte. Moi, je connais une étude de Knappich qui a comparé des mêmes populations, des militaires, à 5 ans d'intervalle, pour observer une petite augmentation d'incidence de blessures 5 ans plus tard. Mon point est qu'ils étaient peut-être plus déconditionnés, moins en forme, et ainsi de suite. Il y a d'autres biais que la chaussure qui peuvent induire ces choses-là. Mais présentement, on ne peut pas statuer sur le sujet. Ce que j'ai dit par rapport à mes convictions, est-ce qu'il y a un élément scientifique qui pourrait contredire ça actuellement? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'en fin de compte, ces convictions-là sont basées quand même sur ce qu'on connaît de la science. Boris, encore un élément. On peut émettre des hypothèses. Voilà. Et puis après, les convictions, ça, on doit les mettre de côté. C'est des hypothèses qu'on doit essayer de vérifier. Et puis les études sur lesquelles tu peux te baser, notamment cette étude de rétrospective sur 2500 coureurs qui ont été questionnés et puis qui avaient 3,4 fois plus de blessures dans un groupe, c'est des gens à qui on a posé des questions une année après, puis on leur a dit « mais à quoi vous pensez ?» Il y a des biais complets là-dessus, on ne peut pas considérer ça comme des preuves pour baser ces hypothèses correctement. Et quelles seraient, Boris, tes hypothèses par rapport à la chaussure si tu avais à les structurer? Parce que comme tu es un clinicien, et je suis très content, on a un clinicien dans les panélistes contradicteurs, comme clinicien, quotidiennement, on fait des recommandations à nos patients. Alors moi, ce que je me refuse de faire, c'est de dire, en tant que scientifique, il n'y a pas d'évidence et de données probantes sur le sujet, je ne peux pas statuer, donc je te laisse en référence aux magasins et aux compagnies pour te chausser. Alors, moi, ce que je dirais à ça, d'un côté, on a un débat sur lequel on débat de certains éléments, et c'est pour ça que j'interviens là-dessus. Maintenant, dans la pratique, et de nouveau, je suis assez d'accord avec ce que tu recommandes, et je trouve que probablement, je n'ai pas la preuve, mais que le passage au minimaliste va poser plus de problèmes dans les premiers temps, et que si on fait cette étude avec deux groupes, on risque de voir même plus de problèmes chez ceux qui font du minimaliste, en tout cas dans la première année. Et peut-être qu'après, les choses s'équilibrent, changent, s'inversent, je ne le sais pas. Alors, c'est en supposant qu'on part avec du maximaliste. Parce que là, présentement, si je prends par exemple, on a fait une étude à Québec, pilote justement, qui est une étude prospective idéale sur comment montrer qu'une chaussure est meilleure qu'une autre. Et ce qu'on a constaté dans l'étude pilote, sans avoir des chiffres significatifs, parce que c'est une étude pilote, c'est que la transition d'une chaussure à l'autre était plus problématique. Mais on avait des individus qui s'enrôlaient dans l'étude habitués au minimalisme, qui étaient assignés au maximaliste. Et ces personnes-là avaient autant de problèmes que le contraire. Et moi, ce qui est un paradoxe que je trouve très intéressant en Europe, c'est que la majorité des gens, dans leur vie quotidienne, sont en minimaliste. Et là, moi, ça m'intrigue. Est-ce que si on fait les fameux deux groupes et que dans votre vie de tous les jours, vous êtes beaucoup en minimaliste, parce que je regarde vos chaussures, il y en a plein, ils sont en minimaliste, des chaussures trendy, bas, relativement... est-ce que ces personnes-là se blesseraient vraiment plus en chaussures minimalistes? Je ne crois pas. Excusez-moi. On peut débattre. Voilà, c'est bon. Je crois qu'il me semble que vous êtes assez d'accord avec. Une petite question. Oui, j'avais juste, par rapport à ce qu'on a dit un tout petit peu avant, on a parlé de la différence d'adaptation par rapport aux sportifs d'élite et aux gens qui n'ont jamais couru. Il y a un facteur qui m'intéresse, c'est le facteur âge. Et vous n'en avez pas parlé, je voulais savoir si ça avait un impact. Alors, on a des évidences qu'on s'adapte à tous les âges,
que la différence, c'est la vitesse à laquelle on s'adapte finalement. Il y a des évidences sur le tissu musculaire où à 80 ans, on peut avoir des adaptations tissulaires et de résistance au stress. Donc, la question est très, très bonne. Est-ce que plus on prend de l'âge, plus la transition se doit d'être graduelle? Si on voulait faire la transition, encore une fois, hein, je ne veux pas mettre tout le monde au minimalisme. Moi, je pense que la question est excellente et voilà. Voilà. Excusez, mais on doit passer. Est-ce qu'on peut passer à la question Gabriel, suivante? excuse-moi, il y a une intervention encore ici. D'accord, excusez-moi. Bonsoir. Alors moi j'ai quelques petites questions. Premièrement, on a parlé de chaussures, mais souvent sous les conseils d'orthopédistes ou d'autres choses, on a parfois des semelles. Alors moi, je pose ma question à Blaise. Si on devait passer sur des minimalistes pour quelqu'un qui a des maximalistes et en plus des semelles orthopédiques, que faire? Alors là, je vais te répondre comme clinicien. Je pense qu'il se prescrit beaucoup trop d'orthèses de semelles orthopédiques présentement dans le monde. Et c'est la même chose au Canada, aux États-Unis, partout en Europe et en Australie où je vais enseigner, avec des justifications scientifiques et cliniques qui sont parfois insuffisantes. Mais l'orthèse plantaire a un rôle très intéressant pour les pathologies du pied sur du court terme, un outil de travail très, très bon. Je parle en tant que clinicien et scientifiquement, c'est ce qu'on démontre aussi. Alors moi, quelqu'un qui a une attache psychologique à son orthèse plantaire, à sa semelle orthopédique et qui veut migrer vers le minimalisme, ça m'arrive de les combiner. Au moins, j'aurais un peu réduit l'interface entre le pied et le sol. Il y en a beaucoup à qui je les enlève tout simplement parce qu'ils les ont eus il y a 20 ans pour une douleur au genou et depuis, ils ne les ont jamais enlevés. Et puis là, ils ont plein d'autres petits problèmes et finalement, voilà. Le débat de l'orthèse plantaire est un autre débat, complexe et laborieux, que j'ai déjà fait à quelques reprises, mais moi, je pense tout simplement qu'il s'en prescrit beaucoup trop. Puis une autre question, est-ce qu'il n'y a pas une étude qui a publié justement le fait de comparer les performances de quelqu'un qui courait à pieds nus et quelqu'un avec des chaussures, et finalement, c'était quand même les personnes avec des chaussures qui avaient été plus rapides ou les performances avaient été améliorées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connaissance de cette étude? Alors, merci pour l'introduction. Chaussures de course à pied et performance, quelles sont les bases de nos recommandations?